Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance pour l'insuffisance cardiaque. Ceci va traiter des transitions, fait que c'est la séance numéro 8 de notre session d'insuffisance cardiaque. Puis, ça va traiter sur les transitions. Vous avez déjà pris les cours sur les notions de base sur l'insuffisance cardiaque. Vous avez pris un cours sur l'insuffisance cardiaque et l'alimentation. Vous avez fait vos exercices pour savoir comment économiser vos forces. Vous avez aussi appris sur la gestion de vos médicaments. Vous avez aussi appris l'importance du cœur à l'esprit et aussi la planification préalable des soins. Aujourd'hui, on va discuter des transitions. Et une transition, c'est le processus ou la période de passage d'un état à un autre. Donc, on va prendre toutes les informations dont vous avez déjà pris connaissance et on va l'appliquer à votre processus de santé concernant l'insuffisance cardiaque, ainsi que discuter de la période de transition d'un patient à l'interne et la transition à la maison. Okay? C'est important de savoir que la période de transition ou la phase de transition, ça peut être un long processus et donc c'est très important aussi d'être patient avec vous-même et d'être patient avec le processus de transition. Et la période de transition, c'est aussi un état fluide. Où est-ce que ça peut prendre, vous pouvez passer d'un état à un autre, mais aussi retourner à un autre état. Fait que c'est tout le processus de transition dont on va discuter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est la prochaine étape? Aujourd'hui, on va faire une révision des items suivants, incluant la prise des médicaments et conformément aux directives que votre équipe médicale vous donne. On va aussi faire une révision de l'importance de l'utilisation de l'outil de code de couleur. Nous allons aussi discuter de l'importance de tenir un journal alimentaire. Et le journal alimentaire, on va en discuter un petit peu plus tard, mais ce n'est pas pour savoir la prise de calories, mais on va discuter des raisons pour lesquelles nos professionnels de santé peuvent vous demander de tenir ce journal pour les prochains jours. Fait qu'on va en discuter de ça en avantage. C'est aussi important, et puis on va on va discuter de l'importance sanguine régulière, fait que d'aller pour vos rendez-vous chez le laboratoire de phlébotomie ou ici même avec votre médecin quand vous visitez votre médecin ou votre cardiologue. On va aussi parler des symptômes à surveiller. Et quand communiquer avec votre fournisseur de soins de santé, donc votre clinique ici ou votre médecin de famille. On va aussi discuter de l'option du groupe de soutien sur l'insuffisance cardiaque et aussi les services de soutien qui sont disponibles en communauté. Et aussi, c'est important de savoir qu'il y a une responsabilité conjointe entre le patient et nous ici à l'Institut ou avec vos fournisseurs de santé concernant à vos soins médicaux. Donc, la prise des médicaments, conformément aux directives médicaux, c'est très important. Vous avez déjà pris connaissance des différents médicaments qui sont utilisés pour l'insuffisance cardiaque, mais il y a les médicaments qui vous sont prescrits qui traitent à la fois les symptômes de l'insuffisance cardiaque, mais il y a aussi des médicaments qui aident à traiter la cause ultime ou la raison pour laquelle vous avez développé l'insuffisance cardiaque. Okay? Fait que les médicaments
sont très, très, très importants dans votre régime de santé. Ça nous vise non seulement à améliorer le fonctionnement cardiaque, mais aussi d'atténuer vos symptômes d'insuffisance cardiaque en même temps. Okay? Il est essentiel que vous preniez vos médicaments tels qu'ils sont prescrits. Donc, si un médicament, c'est 1 fois par jour, 2 fois par jour ou 3 fois par jour, c'est très important de savoir, de reconnaître la dosette ou de reconnaître la dose spécifique de ce médicament et de suivre ces directives-là qui ont été prescrites par vos cardiologues ou votre équipe de soins de la santé. Un des trucs qu'on peut faire, c'est probablement même programmer des rappels dans votre téléphone pour prendre vos médicaments à l'heure prévue ou même les rappels comme les petites boîtes de médicaments qui sont sur l'image. Si vous avez des médicaments qui sont 1 fois par jour, des boîtes simples pour la semaine, ça peut nous aider. Il y a aussi des boîtes de médicaments qui sont divisées en différentes périodes pour la journée. Fait le déjeuner, au repas, là, comme 3 fois par jour, 2 fois par jour. Fait déjeuner, le dîner, le souper. Donc, vous pouvez il y a aussi des pharmacies qui peuvent vous procurer vos médicaments en dosette. Donc, toutes les informations et les directives sont directement sur l'emballage et puis à votre temps spécifique. Donc, si c'est quelque chose, c'est un autre truc ou un autre appel pour prendre vos médicaments suivant les directives spécifiques qui sont données par vos médecins. Okay. Seuls les médecins qui ont prescrit vos médicaments pour l'insuffisance cardiaque peuvent les changer. Donc, je sais que vous avez probablement une large équipe de soignants qui vous aident, votre médecin de famille, votre cardiologue, peut-être même un néphrologue, etc. Mais si votre cardiologue vous prescrit quelque chose spécifiquement à votre insuffisance cardiaque, vraiment les changements de ce médicament-là devraient venir de ce médecin spécifique. Okay? Si vous avez des questions ou des préoccupations, c'est très important de n'hésiter pas de nous communiquer, soit avec le bureau de votre cardiologue ou avec la clinique spécifique d'où vient l'ordonnance. Donc, voici l'outil à code de couleur. Cet outil est très, très, très utile durant la période de transition. Si vous êtes en période de transition de l'hôpital à la maison ou durant une période de transition où est-ce que vos symptômes s'aggravent. Donc, ça ne devrait pas être un nouvel outil qu'on vous présente, mais en type général, on a 2 sections à cet outil. On a la section avec le calendrier où est-ce que vous pouvez indiquer votre poids à chaque matin. Et la période la meilleure façon de prendre votre poids à chaque matin, c'est première chose le matin, après que vous urinez le matin, vous vous mettez sur le pèse-personne avec une semblance de même poids. Donc, par hasard, des pyjamas très épais, mais s'assurez-vous qu'à chaque fois que vous prenez votre poids le matin-là, vos pyjamas sont semblables. La meilleure façon, probablement, c'est de faire votre poids chaque matin tout nu avant votre bain, si c'est ça que vous faisiez le matin. Ça nous donne, mais on veut s'assurer que le poids soit le même montant de poids de vêtements. Okay? Donc, vous pouvez indiquer votre poids sur le calendrier, okay, pour voir s'il y a une augmentation, une perte de poids. Et votre équipe de santé veut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas un gain de poids au-dessus de 2 livres dans une semaine ou 5 livres à la fin de la semaine. Et puis, l'autre côté
de l'outil de code de couleur, ça nous donne une importance concernant vos symptômes. Okay? Donc, idéalement, quand vous êtes en période de transition, vous serez dans la zone verte, qui est vraiment aucun gain de poids, aucune enflure dans les jambes, aucune difficulté à respirer ou pas de douleur à la poitrine. Et puis, vous êtes capable de fonctionner à un état normal en termes de votre activité. Si par hasard, vous apercevez que vous avez une augmentation de votre poids, un tout qui se produit, une augmentation ou une difficulté avec la respiration, si vous utilisez plus qu'un ou deux coussins pour vous coucher la nuit parce que tu ne peux pas coucher à plat, et puis si l'enflure dans les jambes et dans les mains, ça s'accumule, c'est les symptômes qui se situent dans la zone jaune. Et puis à ce point-là, peut-être ça serait une bonne intervention quand vous vous apercevez que vous êtes dans cette zone-là, ça serait de téléphoner votre équipe de santé dans votre cardiologue ou le bureau de votre cardiologue ou l'infirmière qui est responsable. Donc, ça serait très important de téléphoner ce médecin-là pour leur aviser que vos symptômes s'empirent. Okay? Et puis, si malheureusement, vous vous apercevez que vous êtes vraiment dans la zone rouge, votre essoufflement s'aggrave, vous avez plus de douleur à la poitrine ou plus d'enflure, tu n'es pas capable de coucher à plat du tout, vous êtes couché dans votre chaise, ou si vous commencez à vous sentir un petit peu plus confus ou désorienté, ça, c'est vraiment vous avez besoin d'avoir un médecin tout de suite. Okay? C'est pas de délai sans délai. Là. Si vous êtes vraiment si vous avez vraiment mal, vous pouvez toujours vous présenter à l'urgence, mais les symptômes qui se présentent dans la zone rouge, c'est vraiment les symptômes qui nous préoccupent le plus à cause sont quand même assez graves. Donc, l'importance de tenir un journal alimentaire. Fait il se peut que votre équipe de soins de santé vous demande de tenir un journal alimentaire. Et puis, ça nous aide à comprendre un petit peu vos habitudes et vos comportements alimentaires. Puis, ça nous aide à nous... on vise à savoir que mangez-vous, en quelle quantité et quand est-ce. Okay? Aussi, les journaux alimentaires, ça nous aide à identifier aussi les aliments qui peuvent avoir une grande teneur, une teneur élevée en sodium. Okay? Et puis, ça peut nous aider à reconnaître la quantité de sodium aussi dans les aliments que vous consommez. Fait que si une portion par hasard de soupe que vous prenez pour votre dîner est 2 fois la grosseur ou la quantité sur l'étiquette ou la quantité recommandée, on peut trouver on peut retrouver les aliments ou les repas que vous avez consommés qui sont un petit peu trop riches en sel. Aussi d'être un petit peu plus, en plus de comprendre vos aliments, quel aliment que vous mangez, je trouve aussi, quand que vous prenez un journal alimentaire, ça vous met un petit peu plus ça met un petit peu plus en perspective le choix des repas ou le choix des aliments que vous consommez. Donc, ça peut aussi être une période où est-ce que ça nous permet de faire des meilleurs choix ou des choix qui sont plus faibles en sodium. Donc, c'est une période, quand on vous demande de tenir un journal alimentaire, c'est aussi une autre période d'éducation pour votre équipe de soins de santé pour voir où est-ce qu'on peut faire des petits changements pour les transitions chez vous.
L'importance des analyses sanguines régulières. Les analyses sanguines servent à surveiller les effets des médicaments, les médicaments que vous prenez, ainsi que la progression de l'insuffisance cardiaque. Fait qu'il est très important que lorsque, mettons, nous commençons un nouveau médicament ou on augmente une dose d'un certain médicament et puis votre équipe de soins vous demande de prendre votre prise ou d'aller faire une prise de sang 3 jours, 7 jours, 2 semaines après le commencement de ce médicament. C'est très important de respecter cette ordonnance parce que ça l'aide la clinique ou l'équipe de soins de déterminer la posologie appropriée, fait que la meilleure dose pour vous et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires sur les niveaux de potassium parce que certains des médicaments peuvent avoir un petit peu d'un effet, ça peut augmenter dans le système. Donc, ça informe aussi les médecins au sujet des effets des médicaments sur autres organes comme le foie et les reins pour s'assurer qu'on ne fait pas de dommages. Okay? Les analyses sanguines peuvent aussi alerter les médecins si vous faites une anémie. Okay? Ça peut contribuer à vos symptômes. Ainsi de ça, on a un test sanguin qui nous permet de surveiller la progression de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est un test très spécifique. Ça se nomme le BNP. Très, très, très important quand notre équipe de soins vous dit de faire votre prise de sang sur une certaine journée. Il y a une raison pour ça. Et puis, c'est très important de respecter ce temps. Okay, pour minimiser les effets néfastes ou pour s'assurer qu'on a un bon compte-rendu de votre santé. Nous allons faire une petite révision des symptômes à surveiller. Donc, nous allons vous avez déjà pris dans vos notions de base les symptômes à surveiller. Mais si vous vous apercevez que vous avez de l'essoufflement durant des activités habituelles, donc la semaine passée, vous étiez capable de passer l'aspirateur et puis cette semaine, vous passez l'aspirateur puis c'est un petit peu plus d'ouvrage. C'est un petit peu plus, vous prenez des respirations un petit peu plus profondes et vous êtes court de souffle plus rapidement. C'est quelque chose qui serait important à aviser votre équipe de soins. Une progression de l'essoufflement lors d'activités quotidiennes, ça serait l'essoufflement au repos. Okay? Donc, si vous êtes essoufflé étant dans une position de repos, fait que soit assis à la chaise, à la cuisine, essoufflé en regardant la télévision, c'est quelque chose que votre équipe de soins veut savoir quand même assez rapidement. Okay? En plus de ça, vous allez entendre votre équipe de soins qui va vous demander si vous êtes essoufflé non seulement au repos, mais aussi en position couchée. Okay? Fait que quand vous êtes couché plat sur un lit ou sur une table chez le bureau du médecin, si vous êtes essoufflé dans cette position, c'est très important de nous aviser de cela. Qui sont atteintes d'insuffisance cardiaque peuvent avoir une respiration sifflante ou un tout qui persiste et qui peut produire du mucus blanc ou rose teinté de sang. Okay? Encore une fois, ça nous donne des indications concernant la progression de vos symptômes. Okay? Et puis aussi une transition dans une période un petit peu plus aiguë ou un changement dans votre transition de votre état d'insuffisance cardiaque. Enflure des pieds, des chevilles ou des jambes, ou lorsque les chaussures semblent un petit peu trop serrées, ou si vous avez un petit peu plus d'enflure dans l'abdomen. Fait que la semaine passée, vous étiez capable de porter vos pantalons et puis cette semaine, vous ne pouvez pas boucler, vous ne pouvez pas porter ces pantalons parce qu'ils sont un petit peu trop serrés.
Ça, c'est tous des symptômes ou une progression de symptômes, donc votre équipe de soins de santé veut savoir quand même assez rapidement. On sait aussi avec l'insuffisance cardiaque que vous pouvez avoir de la fatigue lors de vos activités habituelles, comme magasiner, monter les escaliers, transporter des sacs, d'épicerie de la voiture à l'intérieur de la maison ou même marcher. Okay? Fait qu'encore une fois, ça, c'est avec les activités habituelles. Donc, la semaine d'avant, vous étiez capable de faire ces activités sans problème et puis maintenant, c'est un petit peu plus de travail. Aussi, un petit peu, ça va avec un petit peu l'enflure dans l'abdomen. Vous pouvez aussi avoir un petit peu une perte d'appétit ou une sensation fréquente d'avoir le ventre plein ou des nausées récentes. Okay? Fait que si ça commence à se produire plus fréquemment, encore une fois, une semaine à l'autre, et puis les autres symptômes s'aggravent, incluant cela, on veut le savoir. C'est aussi possible que vous pouvez ressentir l'impression que le cœur s'emballe et vous avez des palpitations cardiaques. Okay? Ou si vous avez des arythmies cardiaques, ça s'empire. Okay? Si vous ressentez un petit peu de douleur ou pression à la poitrine qui est plus fréquent, et si cette douleur-là ne répond pas à autre traitement comme si vous prenez de la nitro, ça serait quelque chose que votre cardiologue voudrait savoir. Donc, prochaines étapes, ça va être savoir quand communiquer avec votre fournisseur de soins de santé. De communiquer avec votre membre du personnel infirmier ou avec votre cardiologue. Lorsque vous vous apercevez que vous avez une prise de poids, fait plus de 2 ou 3 livres dans une journée ou 5 livres dans une semaine, si vous avez un essoufflement important, les essoufflements en position couchée ou si votre essoufflement vous réveille de votre sommeil, okay, vous n'êtes pas capable d'avoir un bon sommeil parce que vous vous réveillez avec un essoufflement. Si vous avez un nouveau tout, okay, si vous ressentez des palpitations cardiaques, si vous avez la douleur à la poitrine, vous avez l'impression que vous allez perdre connaissance, ou si vous avez des questions ou préoccupations que vous voulez nous parvenir, toujours communiquer avec votre membre infirmier ou votre cardiologue. Donc, le personnel infirmier ou le médecin va faire une petite revue de vos symptômes et pourrait recommander un changement à vos médicaments. Ils pourraient demander des nouvelles analyses sanguines. Ils peuvent demander pour un rendez-vous, soit en personne ou virtuel, okay, par téléphone, ou ils peuvent vous envoyer au service des urgences si vos symptômes sont quand même assez graves. La prochaine section, ça va être les services de soutien en dehors de l'équipe de soins de santé. Donc, ici, à l'Institut de cardiologie, nous avons un groupe de soutien sur l'insuffisance cardiaque. Et puis, ce groupe de soutien est axé sur les expériences, les difficultés et les réussites personnelles des patients. Nous avons des conférenciers qui sont invités selon les champs d'intérêt du groupe, pour présenter sur différents points d'intérêt. Okay? Fait que n'importe quel patient de l'Institut de cardiologie et leur personne de soutien peut participer à ce groupe de soutien. Et les rencontres sont mensuelles. Habituellement, c'est chaque troisième jeudi du mois. Et pour être un membre de ce groupe de soutien, vous pouvez envoyer un courriel que vous voyez ici sur la présentation, ou vous pouvez être en contact avec l'infirmière transitoire pour l'insuffisance cardiaque au 613-696-7000, qui c'est le poste 10916 pour vous inscrire à ce groupe de soutien, ou si vous avez
avoir plus d'informations. L'avantage d'avoir un groupe de soutien, un, c'est que vous comprenez que vous n'êtes pas seul, okay, dans cette maladie, vos pensées, dans votre transition. Okay? Deuxièmement, vous pouvez exprimer ce que par un groupe qui ont des expériences semblables. Vous pouvez tous apprendre des stratégies d'adaptation. Okay? Vous pouvez vous informer concernant les conférenciers qui vont présenter. Les groupes de soutien peuvent aussi réduire votre stress. Okay? Ça maintient aussi un sentiment d'espoir avec le groupe. Okay? Et puis, aussi, les groupes de soutien peuvent aider les autres aussi. Autres groupes de soutien qui sont disponibles dans la communauté. Donc, ici, à la Ville d'Ottawa, on a des guides sur les services de soutien. Si vous n'êtes pas un résident de la Ville d'Ottawa, c'est très important de vérifier avec votre municipalité s'ils ont des services. Donc, ici à Ottawa, on a des programmes récréatifs pour tous les âges et niveaux. On a des options financières, du soutien avec les logements sociaux et les foyers de soins de longue durée. Okay? On a aussi des centres pour aînés. À la Ville d'Ottawa, nous avons aussi des activités sociales et physiques que vous pouvez prendre soin, que vous pouvez participer. Il y a une possibilité aussi qu'il y a de l'aide avec le transport dans les zones rurales. Okay? Il y a aussi des programmes de soutien aux aidants. Okay? Il y a aussi des services de soutien à domicile. Il y a aussi le service de déneigement, où c'est le programme SnowGo et le programme d'aide SnowGo. Il y a les programmes de services résidentiels qui offrent du soutien financier pour les frais de logement aux adultes qui ne peuvent pas habiter seuls. Et aussi des programmes de rénovation. Donc, c'est très important de fréquenter de votre municipalité pour voir s'ils offrent quel sport qu'ils vous offrent en communauté et de voir si vous pouvez en prendre davantage. L'avantage du groupe de soutien, c'est de comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à avoir l'insuffisance cardiaque, vous faisiez partie d'une communauté plus grande. Ça vous permet d'exprimer ce que vous ressentez. Ça vous donne une opportunité aussi des stratégies d'adaptation ou des stratégies de coping. Ça vous donne plus d'informations sur votre condition médicale. Les groupes de soutien veulent réduire votre stress, okay? Veulent minimiser le stress de votre condition médicale. Okay? Ça vous permet aussi de prendre soin de vous en même temps. Ça maintient un sentiment d'espoir mais que vous apprenez à bien comprendre et à bien maîtriser votre insuffisance cardiaque. Ça vous donne une opportunité d'aider les autres patients. Nous allons maintenant discuter de la voix du patient et de la responsabilisation du patient. Donc, de quoi s'agit-il? Manage your condition. So you're
Donc, la responsabilisation du patient. De quoi s'agit-il? Au fil de temps, ça va être possible, il peut être possible de participer à la prise de charge de votre état et d'avoir plus de contrôle sur les décisions et les actions touchant votre santé. Par exemple, mettons, vous avez des noces que vous avez pris part durant la fin de semaine. Tu n'avais pas gros contrôle sur les options de diète. Fait que peut-être vous avez ingesté un petit peu trop de sel ou peut-être 1 ou 2, 3 tasses de liquide de surplus que vous devez normalement d'une façon proactive pour nous informer que vous avez pris un petit peu plus de sel, tu as bu un petit peu plus de liquide que normalement. Et puis, en raison de cela, tu t'es aperçu que ton poids augmente. Donc, tu nous appelles pour avoir un petit peu plus d'une réaction proactive en étant dans votre état de santé. Et avec votre équipe de soins de santé, vous pouvez prendre des décisions sur la meilleure action pour gérer votre santé. Donc, au fil du temps, pas tout à fait à votre insuffisance cardiaque, vous serez mieux en mesure d'être un participant actif en ce qui concerne vos soins de santé cardiaque.